en fait. C'est vraiment aujourd'hui c'est le cœur de mon métier, c'est ce qui me passionne. Je me suis formée, du coup, j'avais donné un autre atelier ici sur le Lean Six Sigma, qui est aussi mon métier. Je suis auditeur en ISO 9001, Scrum Master, j'ai été formée ici, chez Digicomp. Et puis, après 3 ans chez Nestlé, j'ai commencé il y a 2 ans à l'IMD, qui est juste ici, je suis très contente de la voir, où je m'occupe aussi des processus, mise en place, optimisation des processus. Comment, avec tout ça, est-ce qu'on arrive à faire de l'intelligence émotionnelle? C'est assez simple. Quand on engage quelqu'un qui fait des processus, c'est généralement dans des moments où c'est un peu délicat. On demande énormément de choses à tout le monde, on a beaucoup de pression interne, externe, il faut être motivé, il faut avoir des résultats, il faut satisfaire tout le monde en permanence. On a des indicateurs qui nous mettent une pression folle, il faut faire des économies si c'est possible. Si on voit des gens hyper motivés qui viennent tous les matins en sachant pourquoi ils viennent, ce serait fantastique. Et au milieu de tout ça, on oublie un élément, c'est l'humain. On a toute cette pression, mais à quelque part, il n'y a pas trop cet élément où on se dit, mais comment vont réagir les gens? Comment est-ce qu'on pourrait un peu les accompagner? Et du coup, moi, très rapidement, j'ai été confrontée, quand je faisais que ce soit des audits ou de l'optimisation de processus, à des gens et à des réactions qui, sur le coup, m'ont surpris parce que j'avais aucune notion de ce qui pouvait se passer. Moi, j'ai eu des gens qui, après qu'on leur ait exposé un changement qui allait venir, en l'occurrence sur des processus, sont partis en arrêt maladie. Moi, j'ai eu des gens qui ont claqué des portes. J'ai eu des gens en audit qui ont croisé les bras et qui sont restés muets pendant 1 heure. C'est long. Et moi, c'est très long. Et je ne comprenais pas. Alors, au début, comme n'importe qui, je me disais, c'est eux. Le problème, c'est toujours les autres, de toute façon. Et puis, évidemment, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc quand même qui cloche parce que je peux me remettre moi en question, je peux remettre beaucoup de choses en question, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment dans comment on amène les choses et comment est-ce qu'on annonce les choses aux gens et, voilà, et quelle va être potentiellement leur réaction. Et c'est là que moi, petit à petit, je me suis intéressée au change management parce que avoir une boîte à outils monstrueuse en termes d'indicateurs, de statistiques et tout, c'est fantastique. J'ai fait 2 semaines pour passer ce qu'on appelle la Green Belt en Lean Six Sigma. On n'a parlé que d'outils statistiques. 2 semaines. Pas une fois, il y a quelqu'un qui m'a... Pardon, j'ai un moucheron qui me tourne autour. Mais... Pardon, ça sera enregistré, c'est fantastique. Personne ne m'a dit, vous allez travailler avec des humains, faites attention. Et ce n'est pas que des lignes de production dans les usines, il y a aussi des gens qui y travaillent. Et du coup, change management, petit à petit, et dans le change management, il y a évidemment aussi beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. Et c'est là que moi, je me suis formée sur le sujet. J'ai commencé à me demander si les informations et les changements n'allaient pas passer plus facilement en ayant certaines notions d'intelligence émotionnelle. Du coup, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Ça va être très bref. Donc, moi, je vais vraiment vous donner des notions hyper basiques de ce que c'est. Il y aura j'ai mis des exercices, mais c'est plus un peu des jeux pour que vous puissiez pratiquer les 2 outils que moi, j'utilise le plus quand j'y pense. Parce que de nouveau, on reste des humains et on a beau avoir des boîtes à outils, on n'est pas toujours à même de les utiliser. Mais c'est vraiment pour moi les plus puissants. J'ai pas mal de collègues qui les ont testés. Effectivement, ils admettent que c'est assez fort. Donc, j'avais envie de vous transmettre ça, que vous repartiez au moins avec ça. Donc, ce sera les exercices, vous allez faire en groupe, autant en ligne qu'ici en présentiel. N'ayez pas peur, hein. Il y aura juste un débrief, pas de jugement du tout. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on estime vraiment être quelque chose d'hyper important. Il y a encore quelques années, on disait que c'était une des compétences clés en entreprise. Et c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Alors, très brièvement, et c'est comme ça aussi qu'est formulée cette soirée, c'est en 2 grosses étapes, c'est se connaître soi suffisamment en termes d'émotions, et vous verrez aussi de besoins, pour pouvoir mieux appréhender la personne qu'on a en face de nous ou les personnes qu'on a en face de nous. Si on ne se connaît pas soi en premier, on ne comprendra jamais les autres et inversement. En fait, ça ne marchera jamais comme ça. Ça marche vraiment ça part de soi pour aller vers les autres. En entreprise, c'est hyper important et j'aime beaucoup la citation que j'ai mise qui dit que les personnes promues à un poste de manager pensent souvent qu'elles doivent diriger d'autres personnes, mais il s'agit avant tout de se diriger soi-même, ce qui n'est possible que moyennant une plus grande conscience de soi. Pour moi, c'est ça la clé, en fait. On ne peut pas travailler avec les autres de manière
simple, de manière saine, sans se connaître soi et connaître ses réactions. Et puis aujourd'hui, moi, je l'ai expérimenté, où j'ai donné des cours uniquement en visio. Moi, je ne me rendais pas du tout compte de comment réagissaient les gens en face. Et moi, pour vous donner une anecdote, quand j'ai une fois enseigné en visio pendant le Covid à une centaine d'étudiants à Grenoble, j'en ai aucun qui a allumé sa caméra. Aucun. J'ai posé des questions, je ne savais même pas s'ils étaient là. En fait. Et pour moi, ça a été un gros travail aussi sur moi de me dire, mais en fait, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça crée en moi pour que je le prenne aussi mal et qu'est-ce qu'ils vivent eux actuellement pour ne même plus allumer leur caméra. Donc, je suis passée de « ouais, mais c'est des petits cons » à « en fait, ça fait 2 ans qu'ils sont en visio, il y en a qui sont coincés dans des chambres de 9 mètres carrés, voire moins, avec un Wi-Fi qui déconne en permanence. Il y en a qui ont eu des potes qui sont partis en burn-out, en arrêt maladie. L'Université de Lyon, quand j'enseignais, il y a eu un suicide, hein, en l'occurrence. Donc, ce qu'ils vivaient, moi, je suis partie de « ah, les petits cons », et puis moi, j'avais complètement perdu confiance. Et je me suis dit, en fait, ils font mon cours hyper nul. Ah, en fait, ils sont en train de vivre un truc qui est hyper dur aussi. Et juste de savoir ce genre de choses, je n'étais pas préparée. Hein, les trucs en visio, personne n'était préparé à ça. J'ai appréhendé la chose différemment. Et du coup, j'ai essayé de les accompagner, de les faire allumer leur caméra par des jeux où ils devaient me montrer des dessins pour être sûr qu'ils allumaient leur caméra et qu'il y avait au moins une dizaine de personnes qui étaient là. Donc, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Mais on commence toujours par une réaction qui est très vive. Et cette réaction très vive, ben, c'est une émotion. Je ne vous lis pas la théorie sur tout l'historique de l'intelligence émotionnelle. Sachez simplement que c'est assez récent qu'on l'étudie. Et non seulement c'est récent, mais petit à petit, en fait, on est vraiment parti de l'humain à se dire, en fait, et puis après du domaine privé, professionnel et au jeu. Aujourd'hui, on parle même d'intelligence émotionnelle dans le sport, qui amènerait de la confiance, qui aiderait pour la gestion du stress chez les sportifs de haut niveau. Donc vraiment, ça s'ouvre à tous les domaines. Et c'est ça que je trouve assez passionnant parce que, et je pense qu'il y a une accélération aussi depuis le Covid où l'aspect humain des gens est privé à moins cette grosse frontière avec tous les autres mondes qu'on a autour de nous. Ça, c'est davantage ouvert, on a un peu moins peur d'en parler. Et c'est ça que je trouve assez fantastique. Les années 2000, ça a vraiment été une explosion au niveau de la littérature sur le sujet. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est le modèle le plus classique de l'intelligence émotionnelle. C'est cette habileté à être conscient qu'on a des émotions. Quelles qu'elles soient, on parle un peu des émotions fondamentales après, mais voilà, on en a et elles sont là et tout au long de la journée, on en a des différentes. On n'est jamais le même tout au long de la journée. Ensuite, on est capable, on a une émotion, on est capable de l'assimiler et de se dire, ok, c'est ça. Voilà ce que c'est l'émotion que je viens de vivre. Ça peut être positif, hein, on n'est pas que sur des... je crois qu'il n'y a plus de batterie ici. C'est jamais. Bien branché. Ouais, il n'y a plus de batterie. Okay. C'est de pouvoir dire, ok, j'ai une émotion, voilà ce qu'elle est et je peux lui mettre un nom. Ensuite, c'est de pouvoir aussi se dire, ben, je me connais un peu mieux, je comprends ce que c'est et j'arrive à me dire, ok, vous savez, on peut être habité par 2 émotions différentes. Alors, je vais donner un exemple qui n'est pas le plus drôle, mais moi, j'ai un souvenir quand mon grand-père était en train de décéder. C'était une volonté qu'il avait de partir, donc j'étais contente finalement pour lui parce que c'était ce qu'il voulait, et j'étais triste. Et on passait du rire aux larmes et du rire aux larmes. On est tous aptes à faire ce genre de choses. Ça dépend, on pense en soi ou on pense aux autres. De nouveau, il y a cette espèce d'ambivalence en fait dans les émotions, et si on est capable de les distinguer, on est aussi capable derrière de les gérer mieux. Ce n'est pas une science parfaite, donc on est tous débordés par moments, mais en gros, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité-là de compréhension de soi. Une émotion, elle n'est ni positive, elle est ni négative. On peut la prendre telle qu'elle vient. On parle de cette émotion, on va dire, fondamentale. On va revenir après dessus, mais ce serait la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Il y en a qui rajoutent la honte. Pas toutes les littératures le mettent, mais c'est aussi une émotion qu'on peut ressentir. C'est quelque chose qui peut être très court et très intense, et à cause des émotions, on ne sera pas dans l'objectivité, on ne sera pas forcément dans
le moment, enfin pas le moment présent, mais on arrivera moins à réagir de manière claire et objective. Je pense qu'on a tous été un jour dans une réunion où les émotions ont pris le dessus. Moi, j'ai eu des collègues qui sont sortis en pleurant de certaines réunions parce que ça allait trop loin au niveau des émotions. On est tous parfois débordés par nos émotions, mais c'est ni positif ni négatif. Et ça, je pense, c'est hyper important de s'en souvenir. J'ai vu le petit panneau 10 minutes, donc il faut que je me dépêche. Derrière chaque émotion, et c'est ça que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui, se cache un besoin qui soit assouvi, on va dire, ou non. Mais il y a un besoin derrière une émotion. Et ça pour moi, c'est la clé de la compréhension, c'est que c'est pas juste « Ah, je suis heureuse ». Non, je suis heureuse parce qu'il y a un besoin qui est, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire voilà, moi, j'ai un besoin c'est faux en plus, mais imaginons que j'ai un besoin de reconnaissance absolue. Je vais être heureuse quand ce sera, voilà, quand on viendra me féliciter pour quelque chose. C'est vraiment des besoins qui sont très forts. Si on arrive à gérer ça, tout ira. Enfin, il n'y aura pas de, comme c'est mis sur la slide, il y aura du bien-être et une bonne énergie. Et à l'inverse, ça peut vraiment tirer tout le monde vers le bas si on n'arrive pas à gérer cet aspect émotionnel lié à un besoin. Là, vous avez la liste donc de l'émotion, des émotions qu'on appelle fondamentales. Moi, je classifie, il y a vraiment deux sortes d'émotions différentes. Et vous pouvez voir en fait ce qui les déclenche, qui va déclencher. Alors, c'est de nouveau, hein, c'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses, mais grosso modo, ça, c'est vraiment comme ça qu'on l'imagine. Quel est le comportement qu'on va avoir et à cause de quel besoin on a cette réaction-là? L'exercice, il va porter là-dessus tout à l'heure, sur essayer de comprendre nos émotions et quel est le besoin qui se cache derrière cette émotion. Moi, il y a souvent beaucoup d'émotions, par exemple, qui sont liées à de la frustration parce que j'ai vraiment un besoin de clarification. Ou alors souvent, j'ai aussi un gros besoin moi, qu'on me fasse confiance. Donc, je suis très frustrée parce que je me rends compte qu'on ne me fait pas confiance parce que c'est un besoin fondamental. Oui. Dans la liste, je ne vois pas l'admiration. Et je trouve que quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport à certaines élections, etc., il y avait un besoin finalement d'admiration. Alors, il y avait un besoin d'admirer quelqu'un. Alors, pour moi, ça rejoint l'élément suivant qui sont des besoins qui sont plus individuels et qui poussent plus à l'engagement. C'est pour ça que je le mets là. Et pour moi, l'admiration, elle est plutôt liée à ça. C'est si vous... Il y a vraiment ces besoins, enfin ces émotions fondamentales qu'on a chez nous et ces besoins qui sont hyper importants si on veut engager les gens. Et c'est pour ça que moi je le présente souvent dans le monde de l'entreprise, cette slide, pour dire il y a des choses qui sont indispensables et des besoins qu'on a besoin, pardon pour la répétition, de remplir pour que les gens s'engagent avec nous dans des projets, alors des élections, ça peut être plein de choses en fait. Et ce sont ceux que vous voyez là. Un besoin d'avenir. Quand vous mettez en place un changement, comme je vous disais, les gens, ils commencent à avoir peur pour leur avenir. Donc, c'est ça qu'il faut pour les engager avec vous. C'est ce besoin-là. Et du coup, de pas être sûr de leur avenir, ça va leur faire peur. Ils peuvent fuir, ils peuvent tomber malades. Parce que le besoin d'avenir n'est peut-être pas rempli. Ce qui est compliqué, en tout cas dans mon métier, c'est que moi, je ne sais pas toujours de quoi l'avenir est fait. Nous, on vient analyser une situation, on vient mettre en place un changement. Ce que ça va donner d'air, on n'a pas de baguette magique. Moi, je ne sais pas forcément ce qui va se produire, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je comprends des fois que les gens aient peur pour leur avenir parce que on n'est pas toujours là pour les rassurer. On ne peut pas toujours les rassurer. Il faut toujours trouver des moyens de les avoir quand même avec nous, malgré ça. Le besoin de participation, on ne peut pas laisser quelqu'un de côté. Enfin, c'est atroce. Voilà, ils ont besoin d'être inclus dans ce qu'on est en train de faire. La sécurité et la reconnaissance. Et je pense que l'admiration, comme vous le disiez, c'est lié à ça, à ce besoin de reconnaissance. Oui, ce besoin d'avenir. Ouais. Les deux, en fait, je pense que se rejoignent. Il existe plein d'autres besoins. J'ai 1h30 pour vous en parler. Je pense qu'on pourrait faire une semaine sur le sujet. Mais pour moi, c'est vraiment ça que j'aime expliquer. C'est qu'il y a vraiment ces deux sortes de besoins-là. Et ça va amener toutes sortes d'émotions. Personne n'est le même que l'autre. Donc, moi, ce qui va m'émouvoir ne sera pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Les besoins que moi j'ai ne sont pas les mêmes chez l'autre.
Mais par contre, c'est en connaissant exactement lesquels sont les miens que je vais peut-être mieux réussir à comprendre ceux des autres aussi. Donc, voilà, je me répète, mais toujours commencer par vous demander qu'est-ce que je suis en train de ressentir là, maintenant, tout de suite. C'est lié à quoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour le gérer, le transformer et agir correctement et calmement? C'est souvent ça aussi. Ça permet juste de faire un pas un peu en arrière et dire, oh, là, je suis en train de ressentir ça, il y a ça qui ne va pas. Il y a un truc, moi, je fais très souvent, c'est quand j'ai, par exemple, de la peur, je me dis, c'est quoi le pire scénario qui peut m'arriver? Tellement j'ai peur. Voilà, c'est des trucs qu'on se met comme ça dans la tête, des petits trucs, et me dire, ça va aller. Là, ce soir, j'avais très peur, mais dans le fond, qu'est-ce qui peut m'arriver? Pas grand-chose, à part que vous trouviez ça nul. Donc, en fait, c'est un peu toujours le truc de me dire, bon, et toujours, c'est ça. Mais c'est un exercice et c'est quelque chose qui se muscle, en fait, l'intelligence émotionnelle par la pratique. On l'utilise, on a des émotions partout, tout le temps, dans la vie privée. Moi, j'aime bien aussi proposer des outils qu'on peut utiliser dans sa vie privée, pas juste professionnelle, parce que dans l'absolu, je pense que si on est authentique, on est les mêmes dans le monde du travail qu'à la maison, finalement, et donc on peut utiliser exactement les mêmes outils en termes de relations humaines. Elles permettent aussi, peut-être, ça c'est important, les émotions, quand on arrive à les gérer, ça peut atténuer des tensions, des conflits dans les équipes. Parce que c'est lié aussi à ce qu'on discutera tout à l'heure, à l'écoute. Et du coup, voilà, ça peut calmer un peu les gens qui partent un peu en vrille, en fait, dans des réunions ou quand ça peut vraiment monter trop fort dans les tours. J'ai quand même envie de parler de ça. Et après, on fera l'exercice. Ça va très, très vite. C'est un mot que j'aime pas trop parce que c'est un mot hyper à la mode de parler de vulnérabilité, mais si on commence à parler de nos émotions, on devient un peu vulnérable. Ce qui veut dire qu'on peut avoir peur, on doit mettre un peu son ego de côté quand on parle des émotions. On n'est plus Superman, mais on est quelqu'un qui a peut-être aussi peur ou qui est frustré ou qui a des angoisses, etc. Et je pense que si on voulait, moi dans mon monde idéal, un peu de bisounours, d'ailleurs sur ma slide de présentation, je mets une citation de Winnie l'ourson, donc c'est vous dire où je me situe au niveau de l'idéal. On n'aurait pas peur de se montrer vulnérable. On n'aurait pas peur de dire qu'on a peur, on n'aurait pas peur de montrer qu'on est stressé. Oui. Mais la vulnérabilité, c'est plus aussi parce que c'est la perception des autres vis-à-vis de soi. Ouais. Alors que c'est peut-être plus une authenticité qu'il faudrait viser. Les deux. Quand je montre mon émotion, je dis que je suis vraiment... Mais quand on est vulnérable, on se montre authentique. Pour moi, non? Je vois. C'est plus une connotation de faiblesse, alors que c'est plus une force que de le montrer, justement. Ah oui, alors justement, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est une faiblesse? Moi, je pense que non, c'est au contraire une force, effectivement. D'oser se montrer authentique, c'est aussi oser se montrer un peu vulnérable sur certains éléments, c'est de ne pas montrer qu'on est le meilleur du monde dans tous les domaines et que rien ne nous atteint jamais et que c'est OK. Et j'avais quand même envie d'aborder ce sujet-là parce que je pense que le monde irait beaucoup mieux si on osait de temps en temps se montrer un peu plus vulnérable ou plus authentique, en l'occurrence, effectivement. Je pense que c'est hyper important. C'est toujours très dur de parler de ce genre de sujet parce que beaucoup de gens n'aiment pas. C'est pas hyper facile, mais je pense que c'est super important de penser à la vulnérabilité et de ne pas en avoir peur, en fait. Du coup, on va faire le premier exercice. Alors, moi, j'avais demandé, en gros, qu'on me fasse des groupes de 4 ou 5, en tout cas, alors en ligne. Ici, je ne sais pas combien vous êtes. Je pense qu'on peut faire 2 ou 3 groupes de 5. Comment? Ouais, je pense. Pourrez-vous, parce que ça, on a bien 15-20 minutes pour faire l'exercice, pourrez-vous mettre un peu ailleurs, en fait, vous isoler. L'exercice, c'est d'utiliser un outil qui, c'est celui dont je parle tout le temps. Pour moi, il est hyper puissant. Alors, ça s'appelle SENA parce que c'est divisé en 4 étapes, S-E-N-A. Et c'est d'essayer d'aborder un sujet qui est un peu difficile avec quelqu'un, quelque chose qu'on ne sait pas trop comment l'aborder. Donc, ce que vous allez essayer, c'est que vous allez réfléchir. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. C'est juste pour essayer d'exercer un peu cet outil et puis voir comment vous fonctionnez. Et l'idée, c'est d'aborder le sujet en parlant factuellement d'une situation. Par exemple, alors moi, c'est ce que je dis toujours. Si je devais dire à quelqu'un, voilà, hier en réunion,
j'ai été interrompue un grand nombre de fois et tu fais partie des personnes qui m'ont interrompue pendant que je parlais. Chez moi, ça a engendré de l'agacement, presque de la colère en fait. Parce que moi, mon besoin, le need, c'est qu'on me laisse parler jusqu'au bout, qu'on écoute tout ce que je dis et qu'on fasse confiance à ce que je vais délivrer et qu'on n'intervienne qu'à la fin. C'est mon besoin à moi parce que sinon, je suis coupée au plein milieu. Et comme je suis déjà stressée, je ne vais peut-être pas savoir comment raccrocher un peu les wagons. Et moi, j'ai juste besoin qu'on me laisse parler sans m'interrompre. Et j'ai besoin c'est du respect aussi, à quelque part. J'ai un gros besoin de ce respect, on ne m'interrompt pas. Donc, ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, tu attendes que j'ai mis un point à ce que j'ai dit pour parler. Ou la prochaine fois, tu lèves la main pour parler. Quand on ose dire qu'on a un besoin de respect ou de confiance, etc., la personne en face ne va jamais vous dire bah, n'importe quoi. Jamais. Parce que vous êtes montré justement vulnérable et vous avez osé admettre qu'il y a un truc qui s'est fait en vous qui n'était pas hyper agréable. Du coup, la personne, elle va l'écouter. Et même, on a eu un exemple où la personne en face va même s'ouvrir davantage. Elle va dire, ah ouais, moi, ça m'arrive tout le temps aussi, c'est vrai que c'est hyper frustrant, excuse-moi. Et c'est là que c'est assez puissant, c'est d'oser se montrer vulnérable, fait que la personne en face osera aussi s'ouvrir un peu plus. Du coup, moi, je vais vous demander de vous mettre par groupe et d'essayer cet exercice qu'on va laisser juste en ligne. N'allez pas réfléchir trop dans la théorie de quelle émotion, quel besoin. Réfléchissez plus lié à vous-même, en fait, tout simplement, à aujourd'hui peut-être une situation qui a engendré une émotion chez vous et pourquoi ça l'a engendré. Mais c'est un exercice à faire pour essayer de déceler toutes ces émotions qui viennent en nous, en fait. Vous avez des questions? Je pense qu'en fait, vous pouvez vous mettre par groupe et puis nous, on viendra, enfin moi, je vais venir voir un petit peu comment ça se passe en ligne, je pense aussi, du coup. C'est possible, s'ils ont des questions, de les poser, j'imagine. Ouais. Et puis, on vous fera signe, je pense, 5 minutes avant la fin. Et puis, on débriefera ce que vous en avez pensé. En fait, on est revenu en salle, en fait, là, tout le monde. Et du coup, je voulais voir si vous aviez voilà, si vous voulez débriefer, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis bien consciente que c'est un peu vous le lancer dans un sujet qui n'est pas facile parce que pour l'instant, voilà, comme j'ai un groupe qui m'a effectivement fait un très demande beaucoup d'introspection pour être capable de le faire. Avec le temps, ce sera beaucoup plus simple et ça sera beaucoup plus fluide aussi. C'était vraiment juste pour vous donner un outil que vous ayez en tête le jour où ça vous arrive pour donner un feedback si c'est nécessaire. Moi, il y a juste un truc que je voulais encore dire avant d'oublier de le dire et après je vous demanderai ce que vous avez pensé de l'exercice et autres, c'est qu'il faut faire très 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 attention, c'est que le jour où vous serez fort dans le domaine, l'intelligence émotionnelle, la manipulation sont très... Donc, moi, je ne vous enseigne pas la manipulation aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais on est souvent, on jongle un peu sur des... Sinon, je l'aurais appelé autrement. Et ce n'est pas le but, mais c'est vrai qu'on joue beaucoup avec ces limites-là. Ce n'est pas l'objectif. Vraiment, je le disais vraiment au début, mais voilà, j'ai un peu oublié. Mais effectivement, vous allez le découvrir aussi, cet outil-là. Si ça peut être très puissant et des fois peut-être un peu trop, donc quand même l'utiliser avec modération. Voilà, pour les petites règles de base. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, venir devant la caméra, dire quelque chose? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou en ligne, est-ce que... Allez, je me lance de loin, c'est Corail. Donc, par rapport à notre discussion, justement, la discussion, c'est un beau mot. Très souvent, on a peur d'en discuter avec la personne, donc on a une certaine frustration. Et très souvent, il est très important peut-être de pouvoir mettre les choses au point pour que l'autre, la personne en face, puisse comprendre les besoins. Donc voilà, plutôt que de se renfermer, pouvoir discuter avec une personne, ne pas chercher à avoir raison, mais plutôt de s'aligner et puis comprendre les besoins de chaque personne. Le deuxième point pour ces situations difficiles dont on a parlé, auquel je suis tout à fait d'accord, c'est l'acceptation. Très souvent, par rapport à une situation difficile,
entre autres par rapport au changement, donc à la gestion du changement, c'est pouvoir accepter ce changement. Donc, pouvoir accepter qu'on ne peut rien y faire, ou bien, oui, voilà, tout simplement dire, bah, c'est comme ça, ça va continuer comme ça. Et là, je peux faire tout ce que je veux, mais ça ne changera pas. C'est le ruisseau qui suit son cours. Je rebondis là-dessus parce qu'on a justement un exemple là-dessus. L'entreprise a pris une décision. On n'a pas son mot à dire sur les changements, souvent c'est quand même le cas. Et parfois, conscient qu'on n'aura peut-être pas son mot à dire sur la décision, mais de pouvoir juste exprimer ce qu'on ressent et ce que ça fait en nous, ça peut déjà calmer le jeu et puis on acceptera davantage les décisions. Juste de se prononcer et de s'exprimer. Et je pense que c'est un super exemple en fait pour ça. Ça ne va pas forcément révolutionner les décisions prises, mais nous, ça va déjà nous libérer aussi d'un poids et d'une frustration juste de pouvoir l'exprimer et d'être entendu en général. Merci. D'où l'importance en business analyse et par rapport au Babuck, je fais la petite cube de porter, on va dire, une attention spéciale sur les licitations et la collaboration. Parce que c'est en comprenant les autres que nous pouvons répondre à leurs besoins. Et voilà, enfin, tout simplement un cas pratique de business analyse, atteindre des objectifs et répondre aux besoins des autres personnes. Salut. Je crois qu'il doit nous rester 2 minutes pour le débrief. 3, pardon. Oui. Ouais, alors vraiment qu'il y ait une remarque sur le modèle dans les discussions très intéressantes qu'on a eues sur l'étude de 2 ou 3 situations. Finalement, on s'est rendu compte que parfois les situations sont relativement complexes et que les interactions, enfin, il y a plusieurs acteurs avec des émotions et qu'il y a interaction entre ces émotions. Et que ce n'est pas aussi simple que le modèle Sénat tel que présenté. Déjà, il faudrait mettre 2 colonnes à émetteur-récepteur et peut-être qu'on devrait les inverser pour réfléchir finalement à ce que ressent l'autre. Et notamment, il y avait l'empathie qui était mentionnée dans un slide avant. Ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu quelque chose, je l'ai mal ressenti. Mais finalement, si l'événement s'est passé, c'est peut-être né d'une émotion précédente chez une autre personne, mais il faut aller peut-être la chercher aussi pour comprendre finalement la situation. Tout à fait. Non, ce n'est pas aussi linéaire, ça c'est sûr. Je pense qu'il nous faudrait 1 an de cours pour comprendre l'humain. La psychologie, je ne suis pas psychologue, hein. Moi je vous donne des outils que j'ai testés dans le monde professionnel et au quotidien. Je pense qu'on pourrait aller très, 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 très loin. Et je pense qu'il y a même des gens qui vous diront, c'est parce que je suis née le 25 octobre 1980 à Vevey de mon père qui, lui, est né en 1946 dans le canton de Fribourg que j'ai ces émotions-là. Je pourrais très bien vous dire ça, par exemple. Alors, je pense qu'on va très, très loin. Là, c'est beaucoup plus, effectivement, pour être, voilà, c'est plus pragmatique et puis moins dans le côté psychologique pour apaiser les tensions. Mais effectivement, hein, il y a tout qui est lié de toute manière chez tout le monde et c'est ça qui crée la richesse aussi, je trouve, des interactions entre les gens. Est-ce qu'il y a encore… Non, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en ligne, peut-être, qui veut dire quelque chose? Je ne vois pas qui est en ligne. Dire quelque chose, Claudine? Claudine, je peux dire quelque chose? Salut. Oui. Ça aurait pu m'aider, ça, par exemple, ce que tu nous fais aujourd'hui, ça aurait pu m'aider pour m'exprimer, pour résoudre certains problèmes que j'avais eus avec des collègues. Parce que je ne dis rien de peur de blesser. C'est ça. Ah, voilà. Tu utiliseras la prochaine fois, du coup. Oui, tout à fait. Non, c'est hyper… ça peut être assez puissant comme outil pour régler 2-3 choses au quotidien. Ouais. Moi, j'ai l'impression que sur le moment, ce n'est pas forcément utilisé, facile, mais après coup, pour expliquer à quelqu'un d'autre la situation, c'est aussi un bon outil. Oui, tout à fait. De redonner un feedback même plus tard, en fait. Ouais. Voilà une question. Est-ce qu'il faut sortir de l'émotion pour la comprendre? Parce que si on est heureux, c'est facile de dire pourquoi, mais quand on est en colère,
Est-ce que, quand on est heureux, c'est vraiment facile à dire? Pourquoi exactement? Ça me semble plus facile. C'est un petit phénomène biochimique, la création de la dopamine. Et voilà. Bon. Ouais, l'oxytocine, la sérotonine. Je pense que c'est pas plus facile. Oui, je reviens vers... Oui. Ah. Est-ce que ce modèle n'est pas, finalement, je pense qu'on a parlé d'analyse de situations complexes, etc. Mais moi, je vois ça, c'est un modèle qui est axé uniquement sur soi-même, parce qu'on ne peut pas agir sur les autres, on peut seulement agir sur soi-même. Il s'agit d'optimiser sa propre démarche face à ses propres émotions, choisir la meilleure action possible, ne démarre pas par rapport aux autres, pour que finalement le résultat est optimal, mais sans vouloir modifier les autres. Donc, ce serait un outil hyper égocentrique, en fait. C'est ça, qui est centré sur soi, uniquement sans se préoccuper des autres. C'est ça? Ou peut-être qu'il y a une petite composante manipulation en disant l'action est ceci, toujours avec l'objectif que ça aille dans le bon sens. Pour moi, en fait, pour l'avoir utilisé un grand nombre de fois, la réaction qu'ont les gens en face, c'est une vraie remise en question. Mais je sais qu'on l'a utilisé avec moi aussi. Donc, c'est vraiment qu'à un moment donné, on veut crever l'abcès et on veut avancer. C'est vraiment dans le « je veux régler un problème et trouver une solution, allons-y, voilà ce que je propose ». Dans l'action, la personne, la quatrième étape, elle peut très bien dire « bah, moi, ok, c'est une proposition, discutons-en et trouvons peut-être une autre solution ». Mais c'est vraiment une façon d'aborder, et c'est le titre de l'outil aussi, c'est comment aborder un sujet difficile. C'est pas une finalité. Je propose une solution et un axe d'amélioration, j'attends un feedback éventuellement aussi de l'autre côté. Souvent, on a des réactions assez surprenantes de la personne en face qui viendra avec d'autres propositions. C'est une discussion. Je viens pas, je pose l'outil et je m'en vais. On discute. Mais je viens déjà avec une solution. Moi, je dis toujours à tout le monde, venez avec des solutions et des propositions plutôt qu'avec des problèmes. Là, c'est une façon de le faire. On me demande d'accélérer, du coup. On n'a pas le temps? Je regarderai les questions tout à l'heure si on a le temps. Alors. Désolée. Par contre, voilà. Là, on est sur effectivement tout ce qui est... alors, c'est vraiment plus... Alors, maintenant, on a parlé de soi, de ses propres émotions, de ses réactions à soi. Et maintenant, on va plus parler de comment est-ce qu'on arrive à couper le Merci. De savoir comment écouter l'autre quand il vient aussi avec un problème, avec une discussion, avec éventuellement un sujet difficile à aborder. Comment est-ce que je l'écoute? On dit toujours il faut écouter pour entendre et pas écouter pour répondre. Et croyez-moi, c'est hyper difficile. Moi, je sais que ce n'est pas mon point fort, je travaille beaucoup dessus, mais c'est vraiment super important d'être capable d'écouter la personne sans aucun jugement, sans aucune envie de lui répondre et de lui sauter vers la « Ah, mais moi, j'ai une idée, j'ai une super idée sur ton problème, je sais. » Non, j'écoute. Et l'idée, ça rejoint un peu d'autres notions qui seront plus aussi au niveau du coaching, c'est-à-dire que si la personne, on l'écoute et qu'on la laisse parler, souvent, elle arrive toute seule vers une solution. Par exemple, si elle a un problème, elle arrive toute seule parce qu'elle a brainstormé en même temps qu'elle parlait et vous n'avez rien dit ou vous n'avez fait que répéter ce qu'elle a dit. Du style, donc si je comprends bien, ou de poser éventuellement une question mais qui rejoint et qui répète exactement ce que la personne a dit pour être sûr que j'ai compris et que si à un moment donné, elle me dit « alors tu en penses quoi ?» je serai à même de répondre. Un outil que moi j'utilise souvent, c'est quand un ami ou une amie vient vraiment me dire « j'ai un souci », je fais « ok, attends, tu veux quoi? Une écoute, un conseil, un avis ?» Parce que moi, il faut que je me prépare. Et selon la réponse, je me prépare. Parce que je ne vais pas écouter forcément de la même façon non plus. Si c'est juste « ah non, mais j'ai besoin de vider mon sac », je dis « ok, limite, je peux presque faire autre chose en même temps.
Par contre, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça. Par contre, si elle me dit j'ai besoin d'un conseil ou ton avis, bah là, ça va être différent et je vais vraiment écouter jusqu'au bout. Et ça s'appelle l'écoute active. C'est pas facile parce qu'on est tous dans un monde où on a des solutions tout le temps pour tout très rapidement et on veut tout le temps aider, puis on est sûr qu'on sait. Et va vite sur Google, tu auras la solution, tu sauras ça, tu vas trouver que c'est hyper dur de se retenir. L'écoute active, c'est vraiment être présent avec la personne. Donc, pas de téléphone, pas de distraction, pas rien. J'écoute. On est entre deux personnes, trois, ouais, mais j'écoute. Et je me pose pour ça. Reformuler, c'est ce que je disais, et surtout, n'interprétez rien. Ça va vous permettre, et c'est ce que vous disiez justement, d'avoir aussi et d'apprendre un peu à avoir de l'empathie pour l'autre. C'est vraiment, plus on l'écoutera, plus on le comprendra et plus on arrivera à être empathique, qui est pour moi finalement, c'est une qualité hyper puissante de savoir être empathique. On différencie plusieurs niveaux d'empathie. Il y en aurait, je crois, 3 ou 4, enfin, en tout cas 3, c'est sûr. La 4e, c'est un niveau très élevé d'empathie. Le premier niveau d'empathie, c'est « Ok, l'autre n'est pas comme moi. Il ne réagit pas comme moi. » Voilà. Le 2e, ce sera « Ah, ben, j'ai compris comment il est, j'ai compris ses besoins, j'ai compris ses émotions. » Et le 3e, c'est « Je suis capable de me mettre à sa place. » Donc, on quitte le niveau intelligence émotionnelle. Tu as des émotions, je les comprends. À je suis même capable de ressentir ce que tu ressens parce qu'en plus, ça a été exprimé tellement bien et je t'ai écouté, j'ai compris tous les mots utilisés que je suis capable de me mettre à ta place. Donc, si tu veux un conseil, ça ne va pas être en fonction de moi, mais ça va être en fonction de comment j'ai réussi à me mettre à ta place. C'est hyper difficile. Hein. Ça, c'est de la théorie. De nouveau, ça s'entraîne aussi. Mais voilà, ça, c'est vraiment les niveaux d'empathie. Et le niveau encore supérieur, c'est vraiment d'être capable de se mettre à la place de l'autre tout en se distançant totalement de ses propres émotions. Parce que ça aussi, souvent on se met dans les chaussures de l'autre en gardant quand même ses a priori et puis ses biais et sa manière de vivre. Oui. Est-ce que ce ne sera pas encore plus difficile si on est impliqué Ah si, bien sûr. Ouais, bien sûr. Là, émotionnellement, c'est impossible de se distancier. C'est ça. Ouais. Absolument. Là, c'est juste 2-3 trucs. Il y a l'empathie. Soyez curieux dans l'écoute active, mais curieux pas. Je pose 10 questions. Curieux de comprendre et de savoir, et de dire comment il est, qu'est-ce qu'il me raconte. Ah ouais, c'est intéressant. Curieux, simplement curieux de ce qui est en train de se passer. Ça veut aussi dire être un peu ouvert pour le coup. Un des outils assez forts pour justement la curiosité, c'est l'art du silence. Quelqu'un commence à parler, vous interagissez et vous vous taisez. L'autre, généralement, va combler le silence. C'est hyper désagréable, le silence. Il y a peu de gens avec qui on est à l'aise dans des moments de silence. On a tous expérimenté dans une voiture où tout à coup, il n'y a plus personne qui parle. Vous dites, ah, je fais quoi? Et il y en a toujours un qui commence. Toujours. C'est ça. Et c'est un art, vraiment. C'est super difficile à faire parce qu'on a toujours envie de vous parler, mais ça peut être très, très puissant. Et l'empathie, dont j'en ai parlé, être capable de... un des outils qu'on voit là, c'est l'attitude du débutant. C'est vraiment de partir d'aucun a priori, d'aucun biais, de rien du tout. J'apprends. J'écoute et j'apprends comme si je ne savais strictement rien. Et puis, rester objectif. L'écoute active, c'est aussi ça. Il n'y a aucun jugement, en fait. Il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas... on est objectif et on écoute. On ne tire pas de conclusion de ce qui a été dit. On attend aussi de voir ce qui se passe dans la discussion. Mais voilà, pour moi, ça, c'est vraiment les qualités même de la personne qui est capable de faire de l'écoute active. Et on me presse au niveau du timing encore. Du coup, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Je vais vous demander de vous remettre par idéalement les mêmes groupes si c'est possible. Alors, c'est un autre exercice qui n'est pas facile. En gros, ça devrait se faire en binôme, mais on va le faire en plusieurs groupes. Hein. Enfin, en plusieurs, c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de tous passer, en l'occurrence. Mais vous allez raconter quelque chose.
Comme si moi, maintenant, je vous racontais ma vie. Et vous allez m'écouter, je vais vous raconter tout plein de trucs, mon job, ma journée, ma dernière réunion au boulot, n'importe quoi. Et pour démontrer que vous avez fait une vraie écoute active, l'autre, il va raconter la même histoire avec la même gestuelle et le même ton dans la voix. Donc, sans aucun jugement. Et c'est super difficile, surtout si on parle de ses émotions. Si je dis, mais j'étais hyper frustrée, je suis curieuse de voir comment l'autre va imiter ça. Alors, ce n'est pas une question d'en rire, hein, mais c'est juste d'essayer de se mettre vraiment dans les chaussures de l'autre. C'est-à-dire, voilà comment tu l'as raconté. Et comment, donc, du coup, moi, je l'ai ressenti. On peut parler de n'importe quoi, inventer un truc, même un truc drôle, un truc hyper joyeux. C'est hyper intéressant d'avoir cet effet miroir. Et du coup, on voit comment on transmet aussi les messages aux gens. OK? Je ne sais pas si, est-ce qu'on arrive à laisser du coup cette slide ou pas? On n'arrive pas si on a des groupes, hein, c'est ça. Faites une capture d'écran de la slide, comme ça vous voyez l'exercice. Voilà, c'est le même timing, on va partir sur 15-20 minutes, débriefer après. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais mettez-vous en même groupe parce que c'est pas… 3 minutes parce que c'est pas ambulant. Ouais, 20 minutes. Ouais. Essayez de faire passer le plus de personnes possible. Essayez de vous amuser un peu. Hein. C'est l'idée aussi, c'est d'être un peu fun, hein, de raconter même une blague ou quelque chose. Mais c'est bien de le faire dans les mêmes groupes. Vous avez peut-être déjà créé un peu un rapport de confiance entre vous. C'est plus facile du coup de le faire que de… Si c'est un groupe de 4, c'est une personne qui raconte une histoire et une autre. Non, c'est une personne qui raconte l'histoire, une personne qui fait le miroir et puis après on tourne. Toujours par deux en fait. Alors débriefons. Comment est-ce que ça s'est passé? Et après… après, c'est questions si vous en avez. Et après, ici, c'est la réponse. Alors, comment ça s'est passé? Qui voudrait dire ce que vous en avez pensé? Voilà. Moi, ce que j'avais dit, c'est qu'en regardant les gestes, j'ai moins écouté ce qu'il disait. Ce que je disais là tout à l'heure, c'est clair, c'est un exercice, c'est de la provocation. Hein. C'est qu'on n'en sera jamais à ça. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience de la difficulté d'écouter, observer, ne pas vouloir interrompre, ne pas juger, C'est hyper difficile. C'est vraiment un exercice de provoque, hein, clairement. Vous ne le ferez pas. Je ne vous conseille pas de le jouer avec vos collègues tous les jours et d'imiter ce qu'ils ont fait. Mais effectivement, on se rend compte que de devoir tout suivre, la gestuelle, l'histoire, le ton, tout, c'est hyper difficile. C'était vraiment le but de l'exercice. Vous vous en souviendrez du coup. C'est réussi. Merci. En ligne, ça s'est passé comment du coup? Parce qu'en hybride, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ça a bien marché. C'était juste très difficile de se souvenir au bout de quelques minutes de la personne, enfin de l'histoire de la personne. On ne savait plus quoi répéter en fait. C'était très dur pour ça. Les histoires courtes, ça aurait été plus simple, ouais, effectivement. Non. Oh là, Charlie, il dit cela parce que je suis bavard, hein, ils me connaissent. Hey, bien Genève. Non, alors moi, j'en reviens toujours un peu à la business analyse, Claudine, si tu me permets. Pour ma part, c'est intéressant de voir que très souvent, on peut passer, on va dire, d'une situation difficile, donc où on a peut-être un sentiment de frustration, colère, à la fin, une situation, on va dire de bonheur, car très souvent, la personne a déjà la solution. Et voilà, quand je fais le parallèle avec la business analyst, très souvent, le business analyst va essayer de trouver une solution qui va être par rapport à la gestion du changement très difficile à accepter des autres parties, qu'au bout du compte, les autres personnes ont cette solution. Donc, au bout du compte, si on a une écoute active, très souvent, on peut trouver, on va dire, une solution optimale, plutôt que d'en proposer une qui sera très, très difficile à être acceptée par les différentes parties prenantes. Ouais, l'écoute active part du postulat que les gens ont en eux-mêmes déjà les ressources pour trouver des solutions.
C'est vraiment ça, en fait. C'est l'objectif, effectivement. Ça s'apparente au coaching aussi, où on pose que des questions ouvertes pour que la personne trouve la solution par elle-même. J'ai deux remarques aussi complémentaires. C'est-à-dire que c'est peut-être très intéressant dans le sens où même la personne après qui se revoyait, qui voyait l'autre mimer, découvrait que des fois il n'a pas conscience qu'il faisait un certain nombre de gestes et tout. Donc c'est assez intéressant de voir comment la personne n'a pas aperçu en tout cas ce qu'il faisait. Et l'autre élément qui est pour moi aussi très intéressant dans l'exercice qu'on a fait, dans le partage et dans l'effet miroir, c'est que on n'arrive pas, on ne peut pas éviter de juger. Toujours au fin fond, il y a toujours quelque chose qui fait que voilà, on fait peut-être un truc un peu trop, etc. Mais se taire, ne rien dire, est très déstabilisant. Mais apporte énormément. Merci. C'était le but. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ou est-ce que je crois que c'est l'heure des questions. Attendez, je vais vérifier, je prépare l'apéro, mais je crois que c'est l'heure des questions. Est-ce qu'on fait les questions avant la conclusion ou après? Non, moi je fais la conclusion à la toute fin. Alors, pardon. Du coup, des questions. Voilà, c'était ça la dernière étape avant de conclure. Il y avait des questions, mais... Si on veut creuser le sujet, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Je partirais en premier, alors je pourrais partager une bibliographie, mais je partirais en premier sur des ouvrages assez classiques de développement personnel, assez simples, pour essayer de mieux se connaître. Et après, il y a tout ce qui est autour de la communication non violente aussi, qui rejoignent beaucoup ces éléments-là. Ouais. Je partirais sur ces deux choses-là. La gestion du changement, tout ce qui est change management aussi, ça rejoint ça. Alors justement, en gestion du changement, quoi en particulier? Parce que moi, j'ai beaucoup de projets à mener où il va y avoir beaucoup de changements. Et du coup, j'appréhende, parce que ça me prend plusieurs années, et de me dire, en fait, comment je peux accompagner ça, sachant que ce que je vais faire va dépendre beaucoup d'humains. Et j'en ai à 150 000% confiance. Du coup, c'est vraiment la conduite du changement, mais quoi en particulier, en fait? Moi, il y a un truc que je montre souvent à la conduite du changement. Ce qu'il faut garder en tête, alors je ne vais pas vous faire toute une théorie, on va passer 30 secondes dessus, mais il y a beaucoup de théories sur la conduite du changement. J'aime beaucoup montrer la courbe du changement, qui est une courbe que c'est un peu, elle s'apparente à la courbe du deuil. Et c'est un peu, c'est des 4 phases en fait par lesquelles tout le monde passe quand on annonce un changement jusqu'à l'acceptation. Alors, cette courbe, elle est très classique, on la connaît tous. Ce qu'on oublie quand il y a un changement, c'est que vous, là, aujourd'hui, on vous a parlé d'un changement qui va venir. Vous l'avez déjà compris, vous l'avez appris, vous avez même un plan. Vous êtes après la phase 4. Vous êtes déjà là. Les gens, ils ne sont même pas à la 1. Et juste d'avoir cette notion dans la tête et de ne pas partir du postulat qui sont aux 4. Moi, c'est toujours ce que je suis. Je suis surmotivée par les trucs. Je suis hyper excitée. Et j'ai en face des gens qui se braquent parce qu'en fait, ils ne sont même pas au courant. Je suis en train de leur apprendre le truc. Il faut attendre qu'ils aient passé toutes ces phases. Et pour apprendre à passer ces phases, tout ce qui est justement au niveau des émotions, des besoins, des peurs, parce que ce sont des peurs qui créent la résistance, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, on arrive mieux à les accompagner pour passer ces phases. Ils peuvent faire des allers-retours pendant longtemps. Et dans le changement, alors il y a plein de livres. La Bible du changement, il s'appelle Kotter, qui est une sorte de pingouin sur la banquise où on se rend compte que la banquise est en train de fondre. Et il parle de créer une coalition, par exemple. Ne soyez pas toute seule. Et il y a une vision. Il y a plein de choses, plein de théories sur le changement qui sont hyper importantes et comment on peut accompagner les gens. Ça, par exemple, c'est un des bouquins. Alors, ça reste, il n'est pas tout récent, mais ça reste hyper d'actualité sur le changement. Dans cette histoire de banquise et de pingouin, il y en a un qui s'appelle Nono, parce qu'il dit non à tout. Donc, lui, il reste dans la phase de résistance. Et il y a un moment donné, on est obligé de lâcher un peu ceux qui sont trop résistants pour aller avec ceux qui sont motivés aussi.
Et dans le changement, des fois, il faut aussi impliquer la direction parce qu'en fait, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait quand même un peu une direction qui soit donnée. Moi, ce que je dis souvent aux gens dans le changement, c'est que de toute façon, le changement, il se produira avec ou sans toi, mais il aura lieu. Donc, ce qui est quand même plus cool, qu'on trouve un moyen que tu y gagnes quelque chose, mais réfléchissons ensemble à ce que tu vas y gagner, plutôt que d'être résistant à fond et d'y laisser sa santé, en fait. Parce que souvent, c'est ça, les gens, ils laissent leur santé à résister trop. Ouais. Dans les grandes notions du changement, c'est un peu ça que je conseillerais. Aujourd'hui, on n'est pas pris dans une courbe, on est pris dans une arête. Oui, absolument. Alors, tout à fait. Mais la courbe, les étapes des courbes, ça sera toujours la même chose, en fait. Mais on vit des émotions qui sont dans les journées qui vont être très décalées, très dures à gérer. Mais petit à petit, moi, ce que j'ai l'impression, c'est mon sentiment, peut-être que je me trompe, c'est qu'on va aller, à un moment donné, on va aller de l'avant, on va faire 2 pas en avant, 1 en arrière, après on va un peu plus avancer, ça va plutôt marcher comme ça, et à un moment donné, on va lâcher, puis on va dire, ok, je le vois, je vois des résultats, les gens, ils partagent quand même que c'est quand même, ça peut être chouette, plutôt que de rester vraiment tout au départ, en fait. Donc oui, on va passer par plein d'étapes, plein de phases, mais à la fin, on va quand même, ça peut prendre du temps, clairement. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on change 2 fois, en fait. 1 fois dans sa tête, et après, on peut changer de la réalité. Ouais. Tant que les gens ne vont pas changer dans leur tête, ça ne marche pas. Très bon. Ça me dirait. J'aimerais bien ça. Claude. Une petite question, Claudine. Et que faire si on est justement, on va dire, business analyst ou chef de projet et qu'on propose un changement que l'on ressent va pouvoir apporter quelque chose aux autres, mais que ceci n'est pas accepté et qu'on a essayé plusieurs choses, mais que voilà, la résistance est bien trop forte. Donc, on s'arrête peut-être justement au point 2, on va dire, à la 2e phase. Tout simplement, est-ce qu'on dit qu'on n'est pas la bonne personne pour cette organisation en disant, bah voilà, notre perception n'est pas difficile, n'est pas pareille, et malgré tous les dialogues, les observations, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente commun parce que au bout du compte, l'acceptation va quand même venir à partir d'un point d'entente. Et si on n'arrive pas à le trouver et qu'on n'a plus d'énergie, donc voilà, est-ce qu'on lâche? Est-ce qu'il y a différentes manières de comprendre, justement, d'appréhender pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? Alors, je n'ai pas la réponse précise. Ce que je peux simplement dire, c'est 2 choses. La première, c'est que souvent, quand on est chef de projet, on pense qu'on sait. Et on pense que ce qu'on nous a proposé, ce qu'on nous a demandé de faire, on sait exactement et on se remet très peu en question. Parfois, pour arriver à un résultat, il y a plein de chemins différents. Des fois, il n'y en a pas qu'un. Ce n'est pas linéaire, il n'y a pas qu'une seule solution. Et des fois, il faut soi-même accepter que peut-être les gens, ils ont d'autres idées et il faut commencer aussi à investiguer. Il faut prendre les feedbacks et il faut peut-être voir pour d'autres solutions. Quand on est vraiment, vraiment bloqué, je peux juste vous dire ce que moi je fais, mais c'est qu'à un moment donné, je vais plus haut. Et je demande à la direction d'appuyer ce qu'on est en train de faire. Moi, je ne vais pas y laisser ma vie professionnelle et ma santé mentale pour quelque chose. J'ai besoin de support. Donc, je cherche une coalition, OK, mais aussi du support et du sponsorship de la part de la direction. C'est un peu les deux. C'est d'abord, on investigue, on regarde un peu toutes les options qui sont possibles et qui se présentent. Il y en a peut-être d'autres, les routes parallèles. Et après, voilà. Mais il y a probablement d'autres experts qui diront plein d'autres choses. C'est comme ça que moi, j'ai d'expérience, je fonctionne. Mais ça prend du temps. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que, ça fait un petit peu dictateur, mais très, très souvent, je m'assurais d'être sponsorisé par le président, le top manager, pour pouvoir, on va dire, en cas de résistance, pouvoir faire passer la pilule différemment. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de pouvoir faire accepter un projet ou un changement. Mais voilà, de temps en temps, je m'aperçois également que le temps, également le timing est très important. Ça veut dire
on arrive à juger si l'organisation est prête à ce changement ou si peut-être il faudrait revoir ça dans 6 mois ou dans une année. Et puis peut-être faire un pré-travail pour pouvoir justement faire accepter ce changement qui, au bout du compte, voilà, on ne peut rien y faire, il est nécessaire, malgré toute la rébellion. Parfait. Tu voulais dire quelque chose? On n'a pas tendance à trop vite classer les gens comme étant résistants au changement. Quand tu parlais de plusieurs voies, et il y a beaucoup de situations où les gens voient d'autres voies ou des voies divergentes, et on classe tout de suite, ah ouais, mais tu es résistant au changement. Il me semble que je vois assez régulièrement en entreprise, et puis quand je vois cette courbe, je dis, ben, c'est facile, on catégorise quelqu'un là-dedans, il est dans la coalition des contre, et puis c'est fini. Non, je pense qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous résistants hein, à un moment donné. On passe tous par cette phase-là. Les vrais résistants, c'est ceux qui restent. Et il y en a quand même relativement peu. Il y en a quand même beaucoup qui, à la fin, se disent « Non, bah, finalement, il y a forcément un truc aussi pour moi là-dedans, je vais aller investiguer. » Mais quel que soit le changement, tu passeras par ça. Mais plus ou moins rapidement. Et après, des fois, on reste bloqué voilà, dans certaines phases. C'est plutôt ça, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais après, il y a des vrais résistants, honnêtement. Tu disais qu'il y avait plusieurs voies ou plusieurs manières d'arriver dans la gestion de projet, par exemple, et puis que quelqu'un qui n'est pas du même avis pour arriver, et quand même peut-être accepté, mais qu'aimerait, on le classifie tout de suite dans... Parce que c'est la façon dont toi, tu as réfléchi, effectivement. Après, il faut quand même se dire que si maintenant, moi, j'ai décidé d'un truc où j'ai mis un projet en place et puis que j'ai des résistants, puis que je vais aller faire comme eux, ils proposent parce que ça a l'air plus intéressant, il y aura d'autres résistants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baguette magique. Il y en aura forcément il y aura forcément des résistants. On parle de 10% à peu près des gens sur un projet donné. C'est le chiffre. 8 ans sont passifs. Donc, en général, entre 70 et 8 ans, c'est des passifs. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Et ils suivent. Et après, le reste, c'est des surmotivés. Donc, vous voyez, c'est assez... il y a plus de passifs que de résistants. Hein, pour le coup, en général, statistiquement, c'est un peu les chiffres qu'on donne. Ça reste pas beaucoup. 10% de non. résistants, 80% de passifs, donc il n'y a plus que 10% de motivés. Exactement. Qui vont aller chercher des passifs. C'est ça que les 10% Par contre, les 10% de résistants, s'ils ont du pouvoir dans l'entreprise, ils valent beaucoup plus. Hein. Ou qu'ils ont... c'est ceux qu'on écoute, en fait. C'est les leaders qu'on écoute. Là, ça devient compliqué. C'est là qu'il faut jongler un peu sur comment on communique, comment on partage le projet, quelle vision, quel est ton... Tu sais, les besoins d'avenir, de sécurité, toutes ces choses, comment on va aller en parler pour qu'ils passent plutôt dans les passifs, en fait. Ouais. Oui, mais sur la longueur, tout le monde change. Quand on voit comment on vivait il y a 30 ans, les résistants ont changé. Alors, je suis d'accord. C'est un point, si je peux juste me permettre rapidement, c'est un point très intéressant. Il y a juste quelqu'un qui parlait en fait dans la salle. Ah pardon, je n'ai pas entendu, désolé. Et donc en termes de gestion de contenu, la résistance, la vraie, que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois dans plusieurs contextes, c'est celui à qui on déploie un outil collaboratif et qui dit non mais moi je sauvegarde sur une clé USB. Et quoi qu'il arrive, il aura toujours sa clé USB. C'est-à-dire que c'est pas la peine de lutter, en fait. Et on sait qu'il y aura, je sais qu'il y aura toujours, dans mon domaine, des personnes qui auront des clés USB. C'est juste ça. On va attendre qu'il la perde. Mais dans plusieurs, en général. C'est sauvé sur plein de... Je crois qu'on a perdu tout. Après, on n'a plus le choix. Tu voulais dire quelque chose avant? Non. Ah, bon. Ah oui. Moi, je pense qu'effectivement, je sais pas, vous entendez en ligne? Je ne suis pas sûre. Oui. Ah. Oui. Ok. Pas les questions dans la salle, en fait. Mais je pense qu'avant ça, justement, il y a toute la préparation. Après, il y a la question de ceux qui ont décidé justement des changements et ceux qui vont, entre guillemets, subir les changements. Donc ça, il y a deux catégories qui sont très différentes. Mais il y a la préparation. Et puis la préparation, vous venez de dire,
il y a comment est-ce qu'on va communiquer, est-ce qu'on va communiquer, à qui on va le communiquer. Je trouve que cette partie, cette préparation-là, très souvent, elle n'est pas assez préparée. Quelles informations on donne, la quantité d'informations, quand, à qui, etc. Et cette partie-là, elle est super importante parce que finalement, si vous arrivez vers quelqu'un, vous lui dites, ben, voilà, ça fonctionne comme ça, demain, ça sera d'une autre manière. Ben, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les personnes, du jour au lendemain, collaborent positivement et de son cœur. Dans les phases de changement, il y a, je vous interromps, mais ça me fait penser que gardez peut-être ça aussi en tête. Je crois qu'après, on n'a plus trop de temps, mais en gros, dans un changement, on a toujours la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On a une grande phase de transition, mais soyez quand même conscients que parfois, même la direction ne sait pas à quoi va ressembler le futur. Il faut changer, mais même nous, ils ne savent pas. Donc, c'est là que ça devient compliqué de communiquer et de ne pas faire peur à tout le monde. Quand on sait exactement où on veut aller, un nouvel outil, un changement de direction, une transformation organisationnelle, ok, ils savent. Parfois, ils ne savent même pas parce qu'ils attendent de voir la phase de transition dans laquelle il y aura des analyses de données, qu'il y aura tous ces éléments-là qui vont dire, ok, le changement, il va ressembler à ça et on sait où on va. Mais parfois, c'est le flou. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est comment est-ce qu'on gère ces peurs chez les gens alors que nous-mêmes, on est terrorisés parce qu'on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on doit changer. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là. On ne communiquera pas de la même façon. On sera plus rassurant quand on sait que quand on ne sait pas, malheureusement. Mais effectivement, un changement, ça s'annonce en amont. Il y a un plan, il y a une stratégie. Normalement, plus il y a de transparence, mieux ça se passera. Mais voilà, ce n'est pas toujours le cas. Je crois qu'on n'a plus de temps. C'est terminé. Merci beaucoup. Je crois que je partagerai la présentation. Je ne sais pas par quel biais, mais je vais la partager. Merci d'avoir participé en ligne et bonne soirée à tous.